Turkish Airlines presents Business Africa. Bienvenue dans Business Africa, je suis Ruth Lagos. Cette semaine, des combats font rage au Soudan. Conséquence, l'économie est à l'arrêt. Le système financier s'est effondré et les prix des denrées alimentaires et du transport ont flambé. La RDC et la Chine revoient leur collaboration. La révision du contrat ressources naturelles contre infrastructures crispe l'attention. Que faut-il retenir ? Et enfin, au Bénin, pour lutter contre la déforestation, un entrepreneur s'est engagé dans la fabrication de charbon écologique. En 2008, le Soudan pompait près de 500 000 barils de pétrole par jour. Désormais, il ne produit que 60 000 barils et se retrouve plongé dans une crise économique majeure. L'indépendance du Sud en 2011 a divisé par 3 ses réserves pétrolières et contracté son économie. 3 décennies de règne d'Omar el-Béchir et la mainmise de l'armée sur les ressources du pays ont alimenté corruption, instabilité politique et économique. Le partage du pouvoir entre les généraux Abdel Fattah al-Burhan et Hamdan Daglo a finalement repoussé le soutien des institutions internationales à la suite du second coup d'État de 2021. De plus, les combats déclenchés pour le contrôle stratégique du pays ont plombé une économie déjà à l'agonie. Un taux d'inflation élevé, des réserves de change extrêmement faibles et la suspension des programmes d'allègement de sa dette extérieure, le Soudan est au bord du gouffre économique depuis plus d'une décennie. Bien qu'en janvier 2023, le taux d'inflation était à 63,3%, contre 262,3 en 2022, selon le Bureau soudanais des statistiques. Pendant ce temps, les généraux Abdel Fattah al-Burhan des forces armées et son adjoint Mohamed Hamdan Dagalo des forces paramilitaires se battent pour s'accaparer le contrôle des ressources du pays. Burhan contrôle environ 250 entreprises vitales pour l'économie. Dagalo, lui, tire sa richesse des mines d'or et des institutions financières. Maintenir son pouvoir militaire au détriment des civils a déjà fait près de 2000 morts et détruit tous les services de base. Dans la sous-région, des pays comme le Tchad, la Libye ou encore le Soudan du Sud font face à l'afflux important de déplacés et s'exposent au trafic d'armes. Le Soudan du Sud, par exemple, dépend du Soudan pour exporter son pétrole par un pipeline qui traverse Khartoum jusqu'à la mer Rouge, où des explosions et des coups de feu retentissent depuis le 15 avril dernier. Et je me tourne à présent vers l'économiste sud-soudanais Peter Biarajak de l'Université d'Harvard Kennedy School. Merci d'être avec nous. Dites-nous d'où vient cette longue instabilité économique du Soudan. L'histoire de l'instabilité économique du Soudan est assez longue. Lorsqu'Omar el-Béchir est arrivé au pouvoir en 1989, une de ses premières mesures a été de rompre avec l'Occident. Il a suspendu la Banque mondiale et cessé de payer les intérêts et le service de la dette pour les prêts accordés par la Banque mondiale et le FMI. Au fil du temps, il a commencé à encourager les groupes djihadistes à venir s'installer au Soudan, transformant le pays en pépinière de terroristes internationaux. Des gens comme Carlos le Chacal sont venus au Soudan et ont été capturés au Soudan. Oussama Ben Laden était au Soudan. En conséquence, le gouvernement américain a commencé à imposer des sanctions à l'économie du pays et ajouter le Soudan à la liste des pays qui soutiennent le terrorisme international. Le Soudan a donc commencé à chercher des moyens d'éviter les sanctions internationales en travaillant avec des groupes iraniens, chinois et d'autres plus éloignés. Et l'économie était dès lors contrôlée par les militaires, en particulier les forces armées soudanaises, ainsi que par les services de renseignement. Quel rôle le pétrole a-t-il joué dans cette instabilité ? Le pétrole a joué un rôle majeur, notamment en permettant au gouvernement de Béchir de se maintenir au pouvoir. En fait, il a permis aux militaires de se légitimer et de faire des investissements importants. Par conséquent, le pétrole est devenu le moteur de l'économie et c'est ce qui a permis à Béchir de rester au pouvoir aussi longtemps. Le problème avec le pétrole, vous le savez, c'est qu'il n'y a pas de transparence dans cette industrie. Une grande partie de cet argent continuait donc à soutenir les généraux. Il alimentait la partie de l'économie contrôlée par les généraux. Et le secteur privé, au sens propre du terme, était toujours privé des ressources dont il avait besoin. Quelles ont été les conséquences économiques avec la partition du Sud en 2011 ?
C'était un véritable défi pour le Soudan et c'est là que la crise économique a commencé. Elle a commencé avec l'indépendance du Sud. Mais il faut se souvenir de ce qui s'est passé immédiatement après l'indépendance du Soudan du Sud. Des négociations ont eu lieu entre le Soudan du Nord et le Soudan du Sud et la communauté internationale était impliquée dans ces négociations. L'idée était que puisque le Nord avait permis au Sud de s'autonomiser et que le Sud possédait toutes ses réserves de pétrole, il devait soutenir le Nord économiquement. Le gouvernement sud-soudanais a accepté et nous avons commencé à verser au Soudan ce que l'on appelait à l'époque l'accord financier de transition. Il s'agissait de milliards et de milliards de dollars qui arrivaient directement du Sud au Nord et qui contribuaient à soutenir l'économie. Donc oui, l'histoire de départ du Sud et de la prise des réserves est importante, mais ce n'est pas la seule. La véritable crise est née du contrôle de l'économie par l'armée. Alors selon vous, Monsieur Peter, quelles sont les solutions pour sortir de cette crise économique? La première chose, bien sûr, est d'arrêter les combats par l'obtention d'un cessez-le-feu. Mais cela doit être fait d'une manière qui ne continue pas à légitimer les généraux. Cela a déjà été une partie du problème de légitimer ces généraux, de les considérer comme des hommes d'État en lieu et place de ce qu'ils sont en réalité. Ce sont pour la plupart des seigneurs de guerre qui veulent utiliser la force militaire pour s'accrocher au pouvoir, mais aussi au pouvoir politique et au pouvoir économique. Il faudrait le faire pour que la guerre prenne fin. Dès l'arrêt de la guerre, le pouvoir doit être transféré entre les mains des civils et mettre en place les réformes que le Soudan a évitées pendant toutes ces années. N'oubliez pas qu'avant le coup d'État de 2021, le gouvernement américain avait retiré le Soudan de la liste des pays soutenant le terrorisme et que des négociations étaient en cours pour effacer la dette de plus de 50 milliards de dollars. Mais à cause du coup d'État, tout cela, y compris le soutien financier de l'Occident et du FMI, a été interrompu. Il faut ensuite procéder à une autre réforme. Toutes ces entreprises qui appartiennent à l'armée et aux services de renseignement doivent être privatisées. Elles doivent être intégrées dans une économie privée digne de ce nom. Merci à vous, Monsieur Peter Bierajak. Oh, my pleasure, my pleasure. La Chine est le premier partenaire commercial de la RDC. En 2022, le volume des échanges bilatéraux a atteint près de 22 milliards de dollars, soit une augmentation de 51,7% par rapport à 2021. Mais la gestion du contrat minier signé en 2008 entre Pékin et Kinshasa suscite des controverses. C'est en partie pour donner un nouvel élan à cette collaboration sino-congolaise que le président Félix Tshisekedi était récemment dans la capitale chinoise. En visite à Pékin, le président Félix Tshisekedi a signé un mémorandum d'entente sur l'investissement et l'exploitation écologique des ressources naturelles, un autre sur l'échange et la coopération en matière d'information, et un dernier sur la coopération dans le développement de l'économie numérique. La RDC s'est engagée à améliorer l'environnement commercial, à fournir des conditions favorables aux entreprises chinoises pour opérer dans le pays et à protéger efficacement leurs droits et intérêts légitimes. De son côté, Pékin devrait se conformer aux lois et règlements de la RDC, encourager les entreprises chinoises à accélérer la mise en œuvre des projets d'infrastructures convenus lors de la signature du contrat minier de 2008 et à renforcer la coopération minière avec la République démocratique du Congo. Cette visite intervient quelques mois après un rapport de l'Inspection générale des finances qui dénonçait un déséquilibre dans la répartition des bénéfices du contrat ressources naturelles contre infrastructures. Pour le président Tshisekedi, ce voyage à Pékin a permis de redéfinir cette collaboration vers un partenariat gagnant-gagnant. Au Bénin, ce sont environ 100 000 hectares de forêt qui sont détruits chaque année à cause des feux de brousse, le défrichement pour l'agriculture et la coupe d'arbres pour le charbon de bois. En 2018, le gouvernement a lancé une initiative visant à restaurer le couvert forestier et à se prémunir contre le changement climatique. Un défi que tente de relever Roland Adjovi en fabriquant du charbon écologique. Roland Adjovi collecte les déchets végétaux qu'il transforme en matière carbonisée avant de les réduire en poudre fine. Cette poudre est ensuite transformée en charbon écologique pour lutter contre la déforestation au Bénin. Dans la ville de Calavi où nous sommes, il y a assez de camions chargés de charbon de bois qui quittent le nord pour venir distribuer.
Alors, je me suis dit, mais pourquoi on ne peut pas lutter contre ce phénomène-là? Chaque année, le Bénin perd environ 100 000 hectares de forêt. Et le projet de gestion de la préservation forestière, lancé en 2018, a donné de la motivation aux étudiants de l'Université d'agriculture. L'école a opté maintenant pour la valorisation des déchets qui va lutter contre le changement climatique. Pour mon mémoire de fin de formation, je travaille sur la production de charbon écologique à base des produits agricoles et sous-produits pour pouvoir les valoriser. Avec le charbon écologique, cet entrepreneur veut réduire la perte de la biodiversité et protéger les forêts béninoises. Du charbon bio 1 qui ne salit pas, qui ne fume pas, qui ne fait pas de dépôt de cendres habituels qu'on connaît et qui contribue aussi à la protection de l'environnement. Roland Adjovi a déjà installé plusieurs ateliers de charbon écologique au Bénin. Il est déjà présent au Burkina Faso. Merci de votre fidélité à Business Africa. À très vite sur Africa News et africanews.com. Business Africa was presented by Turkish Airlines.